bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence proposée par le laboratoire de mathématiques de Vannes. Donc là, on a la chance d'accueillir Marion Taconnet, qui a été une ancienne élève du lycée Le Sage, étudiante en classe préparatoire MP-SIMP entre 2015 et 2017, à plus ou moins un an, on n'arrive pas trop à se mettre d'accord. Et ensuite, elle a intégré l'école NCMAG, qui est une école de informatique, mathématiques appliquées, et dans la ville de Grenoble. Et suite à ça, Marion a commencé une thèse. Elle est là en deuxième année de thèse à Rennes, et elle va nous présenter son travail, donc, qui est autour de l'informatique, l'ingénierie pour la recherche médicale en cardiologie. Voilà. On va passer le micro. Et d'ailleurs, on remercie les élèves du lycée Charles de Gaulle qui nous suivent en même temps en direct grâce à la visioconférence. Donc on va faire une petite place pour Madame René. Oui, c'est ce que donne. C'est moi qui donne le tel. Bonjour mes chers élèves, bonjour les professeurs, bonjour mademoiselle. Bonjour. Je suis très contente de vous accueillir dans ce site, comme vous connaissez. Oui. Voilà, et je voudrais vous entendre toute l'équipe, et les élèves aussi. C'est en amont de la conférence, je suis sûre qu'elle sera super. Vous remercier pour votre présence et du coup, je vous ai apporté un petit bouquet. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Vous posez là, ouais. Chers élèves, alors nous avons aussi des élèves du Charles de Gaulle, c'est ça? Oui. Donc bonjour aussi aux élèves du lycée Charles de Gaulle qui sont, je crois, dans un amphi là. Voilà. Et donc, je ne voudrais pas que vous vous déconcentriez. Vous étiez parfaitement attentifs tout à l'heure. Je me réjouis vraiment que les maths au lycée Le Sage et les sciences au féminin aussi, parce que je vois quand même des filles dans l'assistance. Mais bon, bravo aussi aux garçons évidemment. Remplissent des salles. C'est quand même pas gagné d'avance. Bientôt les stades, voilà. Bon. Et donc, merci pour votre attention les élèves. Merci aux profs. Vive le super labo de maths du lycée Le Sage. D'ailleurs, ils oublient toujours dans la presse, même s'ils font de très bons articles, de noter que c'est au lycée Le Sage. Voilà. Mais bon, en tout cas, bon après-midi, travaillez bien. J'aurais aimé tout savoir sur le cœur et les algorithmes, voilà. Bon, et bien, je vais rester pour vous entendre au démarrage et je devrais m'éclipser. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des Tu me mets là ou là? Là, c'est bien. Là, c'est bon. Déplace la caméra. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, merci de m'accueillir. Donc, ouais, comme Monsieur Morin l'a dit, je m'appelle Marion et donc je suis une ancienne du lycée Le Sage en MP et SIMP. Et donc, je vais vous présenter donc un petit peu mon parcours avant pour que vous compreniez un peu le cheminement pour arriver jusqu'à la thèse, que c'est un peu obscur, je pense. Et après, je vais vous présenter un axe de ma thèse un peu plus particulier pour que vous compreniez un petit peu au jour le jour ce qu'on peut faire en recherche dans le médical. Oh, pardon. Attends, excuse-moi. Je sais pas comment je fais pour enlever ce truc-là. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc mon parcours, comme je vous l'ai dit, donc j'ai fait MPSI au lycée Le Sage et j'ai intégré une école donc après concours à Grenoble. Donc cette école elle est spécialisée dans les maths et l'informatique. Et moi j'ai fait une filière qui est spécialisée dans la modélisation, la simulation et l'imagerie. J'ai pu aussi partir en Suède pendant un échange, pendant 6 mois. Et donc, autrement, je voulais vous parler un tout petit peu de mes expériences professionnelles qui sont en lien avec mon cursus. J'ai fait un stage de développement web pendant ma première année d'école.
Ensuite, j'ai fait un stage en recherche à l'INRIA, donc sur des problèmes inverses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en stage de fin d'année, donc c'est le stage de fin d'études donc en école d'ingénieur, j'ai fait 6 mois dans une entreprise qui s'appelle Dassault Systèmes, où là-bas, j'ai fait de la labellisation de cortex cérébraux dans le but d'aider à la planification de thérapie pour les personnes qui sont épileptiques. Donc, si vous voulez plus de détails, il y aura des questions après, mais je ne voulais peut-être pas trop détailler ici. Hop. Donc, la thèse, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est la thèse? Donc, la thèse, c'est un diplôme. On confond aussi un petit peu en France le mot thèse et doctorat. Donc, c'est un diplôme de Bac+8, mais on n'est plus du tout sur les bancs de l'école. On donne un peu plus de cours même qu'on en prend. Et donc, normalement, ça dure 3 ans ou plus. Et donc, on est focalisé sur un travail de recherche bien précis avec un sujet particulier. Et donc, moi, je vais parler plutôt des thèses en sciences. Mais les thèses, en fait, ça peut être académique, universitaire, ou ça peut aussi être en entreprise, on en parle un peu moins, ça s'appelle des thèses CIFRE. Donc, la différence majeure, en fait, c'est qu'en académique, on est dans un laboratoire de recherche et on est rattaché à une université. Et il y a différents financements possibles. Donc, ça vient de l'université, soit d'entreprises privées. Donc, ça dépend un petit peu. Et la différence, voilà, en entreprise, on travaille dans l'entreprise. On est quand même rattaché à un organisme de recherche ou une université et on est payé par l'entreprise. Et donc, les profils, pour postuler à une thèse, il faut avoir un M2, donc à l'université ou un diplôme d'ingénieur. Et on est recruté en fonction du financement ou du type de thèse. Et qu'est-ce que ça vous apporte, la thèse? Donc, vous pouvez faire une carrière universitaire après, devenir enseignant-chercheur ou chercheur dans des instituts. Vous pouvez faire de la recherche et développement en entreprise. Maintenant, c'est des profils qui sont assez recherchés parce que ça devient de plus en plus pointu. Et vous pouvez faire une carrière privée, tout simplement. Ça marche aussi. Donc, je voulais vous donner un petit peu une vue globale de qu'est-ce qu'on peut appeler ingénierie dans le médical. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ingénieur dans le domaine médical. Alors, je vais commencer par ce que moi, je fais. Je fais du traitement de l'information et d'images médicales. Donc, on peut travailler sur des signaux, sur des images, des IRM, mais aussi sur les données des patients, donc le poids, l'âge, les traitements sanguins, les médicaments pris. Donc, il y a plein de choses. Après, je voulais mettre dans une autre case toute la partie dispositifs médicaux, les personnes qui font des prothèses, les fauteuils roulants, mais aussi tout ce qui est capteurs, tout ce qui est aussi au bloc, parce que maintenant, un bloc opératoire, il y a plein d'ingénierie à l'intérieur même du bloc, que ce soit pour les machines, mais aussi pour les instruments. Ce que j'ai mis dans apprentissage, en fait, il y a aussi tout un domaine en fait, qui essaye d'aider le praticien dans sa pratique, dans ses gestes cliniques. Donc, ça peut être pour pouvoir s'entraîner à des gestes bien précis, un peu comme un simulateur de vol. Ça existe aussi des simulateurs d'opération pour des gestes très précis et très techniques pour des personnes qui sont dans des spécialités bien particulières. Et j'ai mis un dernier, donc là, moi, je suis un peu moins calée dessus, clairement. C'est tout ce qui est gestion de la santé, donc la gestion des bases de données, la protection de vos données médicales, mais aussi le parcours de soins d'un patient dans un hôpital, comment l'optimiser, comment faire pour que le patient reste le moins de temps possible à l'hôpital aussi. Donc voilà, donc il y a plein de domaines différents et des profils complètement variés, mais toutes ces petites idées que je vous donne ici, en fait, ça peut être fait par des ingénieurs. Donc, moi, mon sujet de thèse. Alors, désolé, hein, c'est souvent barbant les titres de thèse et c'est assez long. Donc, moi, c'est analyse multivariée de la fonction cardiaque intégrant de la modélisation et du traitement du signal appliqué à l'échographie. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et donc, moi, je suis encadrée par un PUPH, donc un praticien hospitalier, un professeur en cardiologie qui travaille à l'hôpital avec des patients tous les jours, et une maître de conférence qui a un profil ingénieur. Et donc, mon laboratoire s'appelle le LTSI. C'est rattaché à l'université de Rennes 1 et c'est aussi un laboratoire INSERM. Donc ça, vous connaissez sûrement avec le Covid et tout. C'est un peu plus connu. C'est un grand laboratoire français. Et l'équipe dans laquelle je travaille, elle a pour objectif principal de proposer, de développer et d'évaluer des nouvelles approches diagnostiques et aussi thérapeutiques spécifiques patients pour améliorer la prise en charge des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires, mais aussi cardio-respiratoires. Donc, moi, je vais vous présenter le premier axe de ma thèse, on va dire ça comme ça, qui
qui s'applique à un contexte clinique bien particulier, qui est la sténose aortique. Donc, c'est une maladie cardiaque. Alors, là, je vous mets les SPSVT, vous allez peut-être mieux comprendre, parce que normalement, vous avez vu ça. C'est encore au programme, je crois. Donc, en fait, là, il y a un cœur. Et donc, je précise juste, je suis pas médecin, donc normalement, j'essaie de simplifier, mais je vais essayer de bien vous expliquer. Donc, le cœur, quand je parle de fonction cardiaque, en fait, c'est la capacité du cœur à donc, faire sa fonction essentielle, c'est-à-dire à pomper et à envoyer du sang frais, donc du sang plein d'oxygène à tous vos organes pour que vous puissiez vivre. C'est ça l'idée. Donc, quand je parle de fonction cardiaque, c'est ça, c'est la capacité du cœur à pomper. Et donc, pour pouvoir pomper, en fait, le sang, il arrive par là et il repasse par ici. Ensuite, il enchaîne et il revient par ici. Et donc, la sténose aortique, en fait, c'est donc les patients qui sont atteints de cette maladie, ils ont donc la valve aortique juste ici, qui se rétrécit. Donc, en fait, pour ces patients-là, pour fournir la même quantité de sang à tout le corps, ils sont obligés de pomper bien plus fort parce que le trou ici est beaucoup plus petit. Donc, vous comprenez bien que le cœur, il kiffe pas trop, quoi. Il aime pas trop faire ça. Et donc, ça provoque une surcharge et une pression très, très forte dans ce ventricule pour ces patients-là. Donc, c'est ça le contexte de l'application que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ces patients-là, en fait, il y a une opération qui est possible, c'est le remplacement de la valve. On va mettre, donc, à la place de la valve rétrécie, on va mettre une valve donc, mécanique ou biomécanique ou bio-inspirée, donc il y a plein de sortes. Mais voilà, on va remplacer la valve pour ces patients-là. Et il y a une problématique avec cette opération, il y a même deux problématiques, c'est qu'en fait, il y a des patients, ils ont un rétrécissement aortique, on le voit, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc ça veut dire que leur cœur, il compense, et il arrive à compenser. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand il va réussir à compenser. Donc on ne sait pas si on doit remplacer ou pas la valve. Et vous imaginez bien qu'une opération comme ça, on ne fait pas ça tous les matins, quoi. Et il y a une autre problématique, en fait, c'est le pronostic après intervention. Pour des patients qui sont très vieux, qui ont d'autres pathologies, est-ce que ça vaut le coup qu'on le fasse? Donc voilà, donc en fait, on aimerait bien caractériser un peu mieux les patients et comprendre un peu mieux, donner des nouveaux indices de cette fonction cardiaque pour savoir est-ce que l'opération est utile et est-ce qu'elle va réussir, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le contexte clinique. Et donc voilà, l'utilité de l'estimation de la fonction cardiaque, donc de la capacité du cœur à faire son travail. Et donc pour ça, il y a un indice qui est très utile pour les médecins pour choisir le timing de l'intervention ou de choisir ou non de faire l'opération, c'est le travail cardiaque. Donc ça, les physiciens vont peut-être être contents. Donc le travail, en fait, serait en fait, on pourrait le représenter comme l'effort fourni par le cœur pour pomper, pour envoyer le sang. Et donc, pour calculer le travail cardiaque, il nous faut une force, donc la pression qu'il y a dans le cœur, et le déplacement du myocarde, donc du cœur en lui-même, des parois. C'est ça qu'on a envie de savoir. Donc, on a besoin de ces deux choses. Donc, pour le déplacement, on est assez content parce qu'on a l'échocardiographie où, en fait, on voit le cœur se déplacer. Donc, on a cette information-là. Donc là, je ne savais pas si vous alliez déjà vous endormir ou pas. Je vous ai fait un petit quiz. Donc, pour vous montrer, en fait, que l'échographie, dès qu'on pense échographie, normalement, on pense au bébé, la plupart des gens. Mais en fait, elle est bien plus utilisée pour le cardiaque ou pour d'autres organes du corps. Et donc là, je voulais vous demander, en fait, où est-ce qu'était le cœur dans ces images. Il y a peut-être des pièges. Donc, je vais faire à main levée parce que ça va être trop possible. Est-ce que ça, c'est un cœur? Non. Commencez par le plus simple. Est-ce que ça, c'est un cœur? Ah, et déjà, ça commence à... Est-ce que ça, c'est un cœur? Ça, c'est un cœur? Ça? Et ça? Bon, vous n'êtes pas super bon, hein. Franchement, je ne vous prends pas comme médecin. Donc ça, vous avez raison. Donc c'est un bébé. Et celle-ci et celle-ci, c'est les seules qui ne sont pas des cœurs. Donc il y a une rate et un rein. Mais par contre, ces trois images-là, c'est trois échocardiographies de cœur. Donc c'est différentes vues, en fait. Et donc en fait, voilà, l'échocardiographie, en fait, suivant où est-ce qu'on place l'échographe, on a différentes vues. Ouais, désolé, c'est peut-être déjà un peu gore. Non, ça va. C'est des images, c'est pas des vraies images. Donc voilà, suivant comment on place l'échographe, on peut avoir différentes vues. Donc là, le cœur, il est à l'envers. Normalement, il est comme ça dans votre corps. Donc là, il y a les deux ventricules, les deux oreillettes. Donc voilà, on a en fait des coupes différentes.
Et cette vue-là que je vous ai montrée, c'est en transœsophagien. C'est en fait, on met l'échographe dans la gorge, on le fait descendre. Et comme ça, en fait, on a une vue du haut du cœur et on peut bien voir les valves. Et on peut bien voir le rétrécissement aortique. Donc moi, je travaille sur ces images-là. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur du 4K, quoi. Clairement, c'est pas beau, quoi. Mais les cardiologues, eux, ils font leur diagnostic avec ça. Donc, moi, en tant qu'ingénieur, je suis pas super fan. C'est pas très beau. Et en fait, j'aimerais bien en tirer des informations qui soient reproductibles et genre qui soient concrètes, quoi, un peu plus solides qu'un cardiologue qui me dit bah oui, là, il y a sténose, quoi. Et bon, on les utilise quand même, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vous l'ai mis donc la vidéo, parce que c'est comme ça qu'on voit. Donc la modalité échographique, je reviens, elle est super pratique parce qu'en fait, elle n'est pas invasive. Il n'y a pas besoin de mettre des trucs dans le corps. Elle n'est pas du tout chère et on peut la trouver presque partout. Même des cardiologues de ville, ils ont un échographe. Donc, c'est presque gratuit de faire cet examen médical. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et donc, comme je vous ai dit, en fait, nous, ce qu'on cherchait, c'était le déplacement dans ces images. Et en fait, il y a des algorithmes qui sont capables de trouver les parois du cœur à chaque instant. Donc, on peut en extraire des courbes, en fait, du déplacement, de la déformation du cœur à chaque instant, tout au long d'un cycle. Donc, en fait, la première partie du travail cardiaque qu'on avait besoin, le déplacement, on l'a assez facilement avec les nouveaux échographes qui sont capables de délimiter les parois du cœur. Donc, on a notre première partie, on est plutôt content. Et donc, la deuxième partie, c'est la pression, comme je vous ai dit. Et en fait, le problème avec les patients qui ont une sténose aortique, c'est vu qu'ils ont, ils ont un rétrécissement aortique, à l'intérieur de leur ventricule, il y a plus de pression. Donc, on ne peut pas utiliser les méthodes qu'on utilise pour les autres patients, parce que pour les autres patients, on a des méthodes pour estimer la pression à partir de la pression qu'on prend artérielle ici, là, que vous avez sûrement déjà fait chez votre médecin. Donc, pour ces patients-là, on ne peut pas faire ça. Et le seul moyen d'avoir une estimation ou une mesure de la pression dans les ventricules, c'est de mettre un cathéter. Donc, on fait passer un cathéter tout le long ici, on le fait rentrer dans le ventricule. Donc, vous comprenez bien que pour des patients qui ont déjà une sténose aortique, qui sont très souvent assez âgés, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, ou presque pas. Donc, on a besoin d'une nouvelle méthode d'estimation de la pression ventriculaire, et c'est là que j'interviens. Alors, la solution envisagée, c'est en fait d'utiliser un modèle mathématique qui va nous estimer la pression dans le ventricule de chaque patient. Donc, en fait, nous, il y a un historique de modèles dans mon équipe de recherche. Donc, on en a fait plein des modèles cardiaques et tout. Et en fait, ces modèles-là, ils sont capables de nous simuler l'activité électrique, les différentes élastances de toutes les parties des cavités, donc le ventricule. Il est capable de simuler la dynamique des différentes valves et il nous fait aussi toute la circulation sanguine. Donc ça, c'est que dans l'ordinateur. Mais donc, on va utiliser ça pour estimer pour chaque patient la pression dans le ventricule qu'on a besoin. Donc là, je vous montre des sorties, par exemple, qu'on va avoir du modèle. Donc là, tout simplement, j'ai testé un modèle d'un patient qui est sain, donc qui a une pression ventriculaire normale, une activité électrique normale. Et pour un autre patient, je lui ai réduit sa valve. Et en fait, on voit directement que la pression dans le ventricule, elle augmente. Et donc, c'est ça qu'on a voulu remarquer. Et c'est ça qu'on va utiliser pour et on va essayer de le faire pour chaque patient et trouver la courbe de pression pour chaque patient spécifique. Et donc ce modèle, on va en créer un pour chaque patient et on va paramétrer les différentes variables du modèle pour qu'il soit spécifique patient. Et pour ça, on va utiliser les données cliniques non invasives du patient pour modifier le modèle et qu'il soit unique pour chaque patient et qu'on ait une pression pour chaque patient avec ses caractéristiques particulières. Hop. C'est ce que je vous ai dit. Et on essaye d'utiliser et on n'utilise que des données cliniques non invasives, parce que c'était un peu le but à l'origine, de ne pas vouloir passer un cathéter. Et donc là, c'est les résultats de ce travail-là. En fait, on a utilisé une base de données de 67 patients pour lesquels on avait passé un cathéter et on a comparé notre méthode avec la vérité terrain, donc la vérité du cathéter,
Et on a remarqué que ça marchait plutôt pas mal. Donc, on était contents parce que les prochains patients, on leur mettra pas de cathéter. Donc, voilà, c'était ça l'idée. Donc, si je résume un petit peu, on voulait caractériser la fonction cardiaque des patients à sténose aortique pour savoir si on choisissait ou non le remplacement de valve et savoir quand. Donc, on voulait savoir un peu plus les caractéristiques des différents patients. On avait une problématique d'accès à la pression parce que c'était dangereux pour les patients. Donc, on a utilisé des modèles spécifiques patients. Et cette façon de faire, l'utilisation de modèles pour accéder à des informations complémentaires qu'on peut soit avoir difficilement parce qu'elle est invasive, soit parce que clairement, on ne les a pas, on n'a pas de moyen de les mesurer, on peut l'utiliser avec différentes pathologies et dans différents cas. Et donc, on l'a aussi fait avec une autre pathologie qui est la désynchronie cardiaque. C'est les personnes qui ont des cœurs qui ne battent pas de manière régulière et qui n'arrivent pas à faire sortir autant de sang de la même façon. Donc voilà, c'est un autre projet pour savoir est-ce qu'on va mettre un pacemaker ou non à ces patients-là. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire dans le même idée. Et ça, c'est mes références. J'ai fini, je vais aller très vite peut-être. Un peu trop. Mais voilà.